Et salut à tous, et on se retrouve maintenant pour la suite de la présentation de mon livre Sophiae Dies. Comme je l'ai dit dans la première partie, il s'agit d'un travail philosophique que j'ai essayé de rendre le plus accessible possible, mais qui, il faut bien le reconnaître, reste austère par certains moments, et d'ailleurs je m'en excuse vraiment, j'ai vraiment fait de mon mieux pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Mon travail se divise donc en 5 parties, elles-mêmes divisées en 7 sections, et qui fonctionnent comme un cheminement d'un point à un autre. L'objectif de mon travail est de parcourir les notions qui sont pour moi suffisante à la pratique de la vie. Ça veut dire qu'il ne consiste pas à vous donner des vérités que vous devrez apprendre par cœur et réciter comme des fanatiques, mais simplement à vous proposer des raisonnements que vous pouvez vous approprier et qui, je l'espère, vous seront utiles pour perpétuer votre effort de vivre. La première partie se porte donc sur l'absurde. C'est une partie assez particulière que j'ai nommée la partie 0, puisque techniquement elle ne rentre pas véritablement dans le reste. C'est d'ailleurs la partie la plus littéraire, et il faut le dire aussi, la plus poétique, en bien comme en mal. L'idée de cette partie est de dire que tout commence par l'idée d'un traumatisme qui va véritablement influencer notre façon de penser et notre façon de voir les choses. C'est quelque chose dont on va avoir énormément de mal à se départir, et qui va ne cesser de revenir dans tout ce qu'on va faire. Ici, ce traumatisme est la rencontre avec l'absurde, sur le fait que finalement la vie n'a pas de sens. On en vient donc à se poser la question du pourquoi. Mais cette question du pourquoi, quelque part, ne semble pas vraiment avoir de sens, et quand on demande quel est le sens de la vie, c'est comme si finalement cette question n'avait pas véritablement de sens. Et comme le sujet, c'est-à-dire la personne dont on parle, ne trouve pas de réponse au pourquoi, il en vient finalement à se questionner sur le à quoi bon, c'est-à-dire finalement à quoi tout cela sert, quelle est l'utilité, vers où tout cela tend, et ne trouvant de réponse nulle part, il finit par désespérer de tout. On arrive donc au fond du gouffre pour évoquer la question du suicide, qui est la partie, je vous l'accorde, la plus triste, mais l'objectif de mon travail n'est pas de s'enfermer dans la tristesse ou la mélancolie, mais bien de réfléchir sur cette décision, ou bien on y reste, ou bien on en sort, mais dans les deux cas, il faut que cette décision soit réfléchie. Évidemment, je m'inspire énormément de la pensée de Camus qui a traité de toutes ces questions-là, et à partir de ce moment-là du texte, il faut faire un choix, ou bien rester dans cette tristesse, ou bien en sortir. Et ceux qui en ressortent, de mon point de vue, en ressortent de par une certaine révolte. Une révolte contre la vie, mais comme le disait Camus, dans cette révolte, il y a également un consentement. Et c'est ce consentement qu'il faut travailler, qu'il faut attiser pour perpétuer l'effort de vivre. Ensuite, je passe à la critique d'individus qui se refusent à cette décision. Ils ne veulent ni rester dans la tristesse, ni véritablement vivre. Ce sont des gens qui font profession de la résignation et du fatalisme. Pour eux, tout est foutu, tout est perdu, et ils ne trouvent d'orgueil que dans le fait de détruire l'effort de vivre des autres. Personne qui, personnellement, me laisse assez amer. Une fois qu'on a fait tout ça, il s'agit de se mettre sur la route de la recherche de la vérité, qui, sans elle, rend impossible la possibilité de vivre. À partir de là, on bascule dans la partie 1, qui est, je le reconnais, la partie la plus complexe. En particulier la section 2, qui est un développement très long pour finalement dire quelque chose de très simple, mais comme ce quelque chose de très simple est complètement dévoyé dans l'esprit général, j'ai pris beaucoup de temps pour le développer, pour que ce soit parfaitement clair, et pour qu'on ne se méprenne pas sur ce que je dis. À partir de la partie 1, tout mon travail prend la forme d'un traité géométrique, à la manière d'Euclide, de Spinoza ou de Wittgenstein, qui est une méthode qui aujourd'hui a été abandonnée, mais à laquelle je tiens énormément, et qui, selon moi, a certaines vertus. La partie 1 va donc consister en la recherche de la vérité, non pas de la vérité elle-même, ce serait trop beau, mais des conditions qui sont nécessaires à satisfaire pour la recherche de la vérité, et sans lesquelles, eh bien, toute vérité devient impossible. L'une de ces conditions est par exemple la nécessité de la réflexion. Cela peut paraître ridicule quand on le dit comme ça, mais il y a des gens qui pensent que l'on peut accéder aux faits, à la vérité, directement, sans réflexion, sans avoir recours à une théorie, à une hypothèse ou à une idée. Je récuse entièrement cette idée-là qui pour moi est impossible, car si c'était possible d'accéder directement à la vérité sans l'intermédiaire de la pensée, on ne voit pas vraiment pourquoi on se tromperait. On ne pourrait se tromper que par bêtise ou par méchanceté. Et c'est en effet comme cela que présentent ces individus de ceux qui se trompent. L'idée est également de dire que l'on réfléchit à partir d'intuitions que l'on reçoit, qui ne sont pas parfaitement claires, et qu'il va s'agir de clarifier le plus précisément possible pour en formuler des concepts clairs. Cela veut dire que l'esprit fonctionne par catégorie, terme qui est encore une fois dévoyé aujourd'hui. On ne peut réfléchir rationnellement qu'en disant ceci est une table, ceci est un arbre, et en faisant la différence claire et catégorique de ces objets entre eux pour que l'un ne se mélange pas avec l'autre, au point qu'au final on ne puisse même plus faire la différence de l'un et de l'autre. Je prends également du temps pour l'analyse du langage, qui est un sujet extrêmement intéressant, afin
afin de comprendre comment est-ce que les mots que nous utilisons, le langage que nous employons, déterminent notre manière de voir les choses et notre conception du monde. Je passe également un temps pour critiquer la logique, non pas en tant que mon discours serait totalement illogique, mais pour dire que ce que nous nommons aujourd'hui dans le milieu académique la logique n'est pas exactement ce qu'on pourrait croire et que la logique à elle seule est inapte à donner des réponses. Enfin, la partie 1 se termine sur l'analyse de l'erreur, qui certes est déplaisante, mais qui est une nécessité si l'on veut progresser dans la connaissance, car il faut bien commencer par des idées qui sont partiellement fausses, pour petit à petit augmenter en perfection et augmenter nos connaissances. La partie 2 se concentre sur les conditions qui vont nous déterminer dans ce que nous faisons. Ça veut dire que l'individu n'est pas parfaitement libre, et qu'il est régulièrement confronté à tout un réseau de détermination qui l'oblige, ou du moins l'incite très fortement, à agir d'une certaine façon. Il va s'agir donc de réfléchir sur quelles sont ces conditions afin de les comprendre et de les maîtriser au mieux pour avoir une pratique plus libre et plus consciente. La partie 3 se porte sur la notion d'identité, une notion qui devient extrêmement difficile d'aborder dans les tensions et les fureurs d'aujourd'hui. Cela pourra peut-être vous surprendre ou vous faire rire, mais la notion d'identité dans le milieu académique est une notion vraiment difficile, qui pourtant s'exprime simplement, mais qui ne cesse encore et toujours de déployer de nouvelles discussions, comme si dans cette notion si simple, il y avait quelque chose qu'on était incapable d'exprimer. Il faut dire que cette notion d'identité-là, qu'on peut voir dans les milieux universitaires, ne sont pas mon sujet, et que je vais plutôt me porter sur la notion de l'identité en termes moraux. Cela veut dire que ce que l'on veut dire quand on parle d'identité n'est pas finalement une véritable réalité, qu'une idée, qu'un principe éthique dans lequel l'individu va se projeter et qu'il va assimiler à lui, de telle manière qu'en désignant cette idée, il se désignera lui-même. C'est une notion que je trouve très intéressante, car finalement c'est comme si l'homme ne pouvait se définir qu'en désignant autre chose, et donc il va chercher dans la nature telle et telle chose qui lui donne à lui-même l'idée de ce qu'il est. Ainsi donc, il s'agira de dire que cette notion d'identité est extrêmement liée au sens que l'on donne aux choses, c'est-à-dire ce que j'appelle moi l'esthétisme, et qu'elle est également liée au principe de la morale, de l'éthique, etc. La partie 4 conclut tout ça, et va se porter sur autrui, c'est-à-dire sur le rapport à l'autre, puisque depuis le début, on se trouve finalement dans une sorte d'introspection de laquelle tout le monde est exclu. Et je pense qu'aujourd'hui, il est véritablement urgent de sortir de son fort intérieur dans lequel on se confine pour accéder à l'autre afin de vivre avec lui de la meilleure des façons. Et donc, j'expose au fur et à mesure de cette partie les conditions qui, selon moi, sont nécessaires pour la bonne entente avec autrui et sans lesquelles le rapport à l'autre ne peut être que conflictuel et malsain. Enfin, mon travail se termine sur un appendice qui est une réflexion personnelle qui me tient extrêmement à cœur, qui fonctionne un peu comme une parenthèse au milieu de tout ceci, mais qui, je pense, pourra en intéresser certains. Et voilà, je vous ai fait un résumé vraiment très rapide de mon travail. J'espère que ce résumé vous aura permis de comprendre en gros ce que j'essaye de faire dans mon travail et que peut-être il vous aura intéressé à aller le consulter directement. Dans tous les cas, je vous dis merci pour être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et pour avoir pris le temps de m'écouter. Je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Salut!